Amateurs de football, réjouissez-vous, la descente messieurs des Jeux Olympiques est encore reportée. Bonjour et bon appétit. Oui, Téléfoot a failli être supprimé aujourd'hui, mais c'était pour des raisons tout à fait normales, logiques, puisque la descente, messieurs, des Jeux Olympiques de Sarajevo, c'est un événement. Mais, malheureusement, les conditions atmosphériques n'ont pas permis que cette descente se dispute aujourd'hui. Et comme aurait dit Alphonse Allais, pas Émile Allais, pourquoi n'organise-t-on pas les Jeux d'hiver au bord de la mer? En football, une seule rencontre a été reportée, celle de Strasbourg. Il y avait beaucoup de boue sur la Méno. Donc notre programme sera presque complet, aujourd'hui même complet, je pourrais dire, avec 5 rencontres de première division, 3 concernant la deuxième division, un sujet magazine sur Jean-François Alarios qui joue maintenant, vous le savez, en Suisse à Neuchâtel, un reportage sur l'équipe de Caen, un des héros de la Coupe de France, et puis en fin d'émission, vous verrez bien entendu des buts étrangers. Et nous commençons par Bordeaux-Toulouse. Frédéric Jaillant, il faisait beau à Bordeaux? Ah oui, très beau temps. Il n'y a pas neigé là-bas? Pas du tout. Les conditions atmosphériques étaient idéales. Bordeaux donc le premier contre Toulouse l'invaincu. J'ai vu la rencontre hier soir, c'était un très très beau match. Superbe, un derby de grande qualité, souvent pour ces matchs un petit peu âpres, un petit peu durs, à la limite de la correction. On assiste à des spectacles heurtés qui ne tiennent pas toutes leurs promesses. Hier soir, les 35 000 spectateurs du stade Vélodrome en ont eu pour leur argent, comme on dit, des occasions de part et d'autre, et beaucoup de choses étonnantes comme ce coup d'envoi. Un coup d'envoi à la façon rugby. Ça donne au public l'occasion de se manifester pour la première fois, un public un petit peu désorienté au début du match. Ce sont les Toulousains qui font le jeu et première occasion toulousaine par Solaire. Mais bon arrêt de Delachey. Les Toulousains font le jeu donc en ce début de match. Cependant, la première réaction bordelaise sera une réaction dangereuse. Un long centre de Rohr, dévié de la tête pour Muller qui aurait pu marquer mais qui tire juste au-dessus. Il en faut plus pour impressionner les Toulousains qui repartent avec Marx, puis Ferrage. On joue là depuis 9 minutes. Les Bordelais vont se voir contrer. Et finalement, le ballon qui est dans les pieds de Camus, puis de Lacombe, va atterrir dans ceux de Rousset, seul devant Delachey. Mais encore une bonne intervention du gardien bordelais, critiqué ces derniers temps, mais qui hier soir a effectué une très bonne partie, au même titre que son vis-à-vis Bergerot. Ça, on va le voir tout à l'heure. Le contrôle du jeu est plutôt toulousain, mais les occasions sont partagées. Ici, Muller hérite d'un bon ballon, il le prend de voler, il a tenté sa chance, c'était bien fait, mais ça passe juste à côté. À Toulouse, il y avait 6 anciens bordelais, dont celui-ci, Gérard Solaire, qui donne à Rousset un bon centre de Rousset et une bonne reprise de Solaire qui était revenu se placer au centre, mais ça passe au-dessus, vous le voyez. Toulouse se crée beaucoup d'occasions, voici encore une. Avec une bonne reprise de Camus, un ballon difficile à intercepter pour Delachey. Il a rebondi juste devant sa ligne, mais Delachey, une fois encore, a bien joué le coup. Autre corner, et là on va s'apercevoir que Bergerot, lui aussi, a été très bon. Pour une fois, il ne bloque pas le ballon, mais il a fait écran, et finalement, toujours 0 partout. En fin de première mi-temps, ce sont pourtant les Bordelais qui vont se montrer les plus dangereux, notamment à la suite de cette action. Lacombe, on pense qu'il va centrer, mais non, il tente sa chance et c'est le poteau. Début toulousain qui sauve Bergerot, on va le revoir. Lacombe a marqué 216 buts en championnat, ça aurait pu être le 217e, auquel cas il aurait été meilleur buteur français du championnat. Mais pour cause de poteau, il faudra encore un petit peu de patience à Lacombe. Toujours les Bordelais avec leur traditionnel maillot bleu, un dégagement à l'emporte-pièce d'Aurore. Peut-être une faute d'inattention des Toulousains, mais qui aurait pu leur coûter cher car Baptiston s'enfonce. Bergerot intercepte et là les Bordelais vont réclamer un pénalty mais il n'y avait pas faute. Par contre, toujours une histoire de pénalty juste avant la mi-temps. Bonne ouverture de Giresse pour Zégnier sur le côté droit. Apparemment Zégnier est fauché, il y a pénalty pour Bordeaux, c'est l'impression qu'on a à vitesse réelle. Mais vous allez voir sur le ralenti, c'est beaucoup moins net. Zégnier, regardez bien, notamment sa jambe gauche, dans quelques instants, elle glisse sur le gazon du stade Vélodrome, et en fait il n'y a pas pénalty, même si le tacle de Durand était pour le moins sévère, et il faut saluer la lucidité de M. Ferrari qui ne s'est pas laissé influencer. Beaucoup d'arbitres auraient pu l'être. En tout cas 0-0 à la mi-temps, et le début de la deuxième mi-temps maintenant avec Lacombe qui bichonne son ballon comme s'il allait tirer un pénalty. On se demande si la deuxième mi-temps va pouvoir être du même tonneau que la première. En tout cas ça porte
pas tellement chance à Bernard Lacombe, mais plutôt à son collègue de Toulouse, Guy Lacombe, d'avoir caressé le ballon, un bon centre. À nouveau Guy Lacombe, on joue depuis 1 minute en deuxième mi-temps. Et reprise de Durand qui atterrit sur la transversale de Delachet qui cette fois a été battu. Là aussi on va revoir l'action au ralenti, le tir est superbe. Delachet était semble-t-il battu en tout cas. Les deux équipes sont là aussi à égalité puisque Bordeaux a tiré une fois sur le poteau et Toulouse une fois sur la transversale. Un autre festival maintenant après celui de Guy Lacombe, il est signé Giresse qui tire juste à côté. En tout cas toujours autant d'occasions, un coup franc maintenant envoyé par Specht et un bon tir que Delachet, un tir piqué que Delachet a bien du mal à mettre en corner, un corner qui ne donnera rien. Et un coup franc, cette fois pour Bordeaux avec Tussaud sur le côté gauche. Un bon centre au cordeau, personne ne peut reprendre. Et si Touvenel, superbe reprise de volée du pied gauche. Et bel arrêt de Bergerot. Il n'y a pas eu de poteau ni de transversal, mais ça vaut bien un ralenti pour la qualité de la reprise de volée de Touvenel, qui n'est pas gaucher, mais qui attend bien sa chance, et pour la qualité de l'arrêt du gardien toulousain. Le match est toujours aussi animé, la victoire peut basculer à tout moment à la suite d'un coup de pied arrêté, d'un coup franc par exemple ou d'un corner comme celui-ci tiré par Ferrage. Lopez, le libéro est monté à l'attaque, il reprend du pied gauche et Delachet une nouvelle fois fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire qu'il dévie ce ballon de la plus brillante des manières. Sur ce ralenti, la défense de Bordeaux qui renvoie le ballon sur le côté droit pour Lopez qui ne contrôle pas. Les Toulousains, on le sent, ont beaucoup de confiance en ce moment, ils prennent des risques, ils tentent des choses difficiles et ça leur réussit. Hier soir, tout le monde a été très impressionné par la qualité de leur jeu. Regardez comme Lacombe ici a osé et comme finalement Battiston a dû s'employer au dernier moment pour l'empêcher de marquer le premier but de la partie. Il n'y a pas de montage là, c'est une action dans sa continuité, ça vous permet de voir un échantillon du match. Vous voyez, les Toulousains jouent très bien, les Bordelais, dès qu'ils le peuvent, mènent de rapides contre-attaques, car, eh oui, ils ont plutôt été dominés dans l'ensemble, pas beaucoup, mais un petit peu tout de même, et beaucoup d'occasions. Après Lacombe, c'est Giresse, là, mais Giresse, après avoir fait le plus difficile, et au lieu de tirer du pied gauche, a voulu faire une petite pichenette du pied droit, c'était bien vu, mais ça ne marche pas toujours. Tête de Lacombe maintenant, Bergerot, dont on a cru qu'il avait sauvé son équipe, mais ce n'est pas le cas. Regardez au ralenti, la tête de Lacombe est piquée, elle passe juste à côté. Lacombe n'a pas dévié le ballon. Par contre, sur l'action suivante, là il se prépare. Eh bien, vous voyez, nouvelle situation dangereuse, identique à la précédente, et cette fois Bergerot est là. Ça sera la dernière action du match. Superbe arrêt de Bergerot que l'on revoit au ralenti. Et finalement, Toulouse et Bordeaux ont fait 0 partout, un match nul qui n'a de nul que le score, car vraiment ce fait un match d'une grande qualité. Et oui, et je crois que vous avez eu raison de mettre en valeur les performances de Delachet et de Bergerot, les gardiens de but. À signaler que Michel Hidalgo assistait au match, il pourrait en tirer des enseignements. Nous passons maintenant à Paris Saint-Germain-Saint-Étienne. Ça nous rappelle une certaine finale de la Coupe, hein, Jean-Dominique. Il y a 2 ans, mais il y a quand même pas mal de changements, Jean Rénal, et surtout, vous le savez, chez les Verts. Ça vous dit quelque chose? Pérez, Clavelou, Chillet, Ribard, Caro. À mon avis, ce sont de jeunes Stéphanois. Eh bien oui, ces jeunes gens affrontaient donc hier soir les joueurs du Paris Saint-Germain, les stars pourrait-on dire, enfin comparativement du Paris Saint-Germain. Ils leur ont donné énormément de soucis malgré la victoire parisienne 3-1. Il faut dire que le PSG a fait une excellente affaire car des 10 premières équipes du classement, eh bien seuls les Parisiens l'ont emporté hier soir, donc victoire importante. Tout cela devant 30 000 spectateurs, on peut le dire, les Verts sont toujours les Verts, ils attirent toujours au Parc des Princes, où nous entrons ici à la 10e minute de jeu avec un corner pour le Paris Saint-Germain. Le numéro 12, c'est un joueur qui vient de Marseille, c'est pratiquement son premier match, s'appelle De Falco. Voilà, il centre et Ngom ouvre le score, 1-0, Ngom qui n'a plus sa coiffure Rasta. La tête en a été peut-être plus percutante. On croit que Paris s'est placé sur les rails de la victoire, or Saint-Étienne va jouer sans complexe et il faut attendre ici la fin vraiment de la première mi-temps pour voir Paris accentuer son avantage à la suite de ce coup franc. Et en force, c'est Ngom qui marque son deuxième but 2-0 à 120 secondes de la mi-temps. Tout le monde alors bien sûr pense que le match est joué, sauf ces jeunes Stéphanois. À la suite de ce corner, le ballon est Stéphanois Kupchevich. Un tir de Chillet, Papi Baratelli est parti dans la lucarne, mais il n'y avait absolument rien à faire. 2-1 à la 58e minute. Et regardez tout de suite, 13 minutes plus tard, après cette joie stéphanoise,
Baratelli va pouvoir remercier son poteau. Un tir de Ribard. Saint-Étienne a frôlé l'égalisation. Et les Verts seront tout de suite poignardés à la toute dernière minute du match par Suzik. Suzik, l'artiste. Regardez cette passe en or pour De Falco. Castaneda est sorti. 3-1 pour Paris Saint-Germain. Un but de De Falco, 2 buts de Ngom, les deux anciens joueurs de Marseille. En ce qui concerne Paris Saint-Germain, il a alterné le bon et le moins bon, mais il continue à gagner et à monter, c'est l'essentiel. Et oui, et c'est lui qui a fait la meilleure opération hier soir. Bernard Arnault, lui, s'est intéressé à un ancien Stéphanois, Jean-François Larios, qui joue maintenant à Neuchâtel. Alors de Saint-Étienne à Neuchâtel, en passant par Madrid et par Montréal. Quel parcours! Effectivement, ça fait un sacré parcours, mais vous savez que Larios a l'habitude de voyager, il aime beaucoup ça, d'ailleurs c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans le reportage. Et vous savez qu'il joue maintenant dans un club suisse, le Xamas de Neuchâtel, on dit bien Neuchâtel car c'est en Suisse. Pourquoi Xamas? Tout simplement c'est l'ancien nom d'un international suisse qui s'appelait Max Abeglen, qui avait fondé le club en 1912. C'est pas facile de vous retrouver, hein? Bon, disons que j'ai quand même laissé quelques traces de mes passages, donc à partir de là, on avait toujours une petite idée de là où je me trouvais. Hein. Un drôle d'animal ce Larios, c'est pas si facile que cela à pister. Juillet 82, dernière apparition de Magic Larios en équipe de France, c'est contre la Pologne en Coupe du Monde, sa 17e sélection. 1983, Saint-Étienne se lézarde, Larios s'exile en Espagne, s'entraîne 2 mois avec l'Atlético, se blesse au genou, l'ambiance lui déplaît, il s'en va, signe à Neuchâtel en Suisse, au Xamax, où Gilbert Grèce lui fait les yeux doux depuis 4 ans. Entre-temps, il fait un détour de 3 mois par le Manic de Montréal, au Canada. Retour en Suisse, où il se blesse avant le début du championnat. Opération, rééducation, inaction. Bilan de 83, 4 clubs en un an, un record, et 8 mois sans toucher un ballon. À 27 ans, ça risque de peser lourd. Certains s'empressent d'ailleurs de tirer un trait sur la carrière de Larios. D'autres en parlent gentiment au passé. Lui, eh bien, il s'en moque. Vous avez vraiment hâte de rejouer sur cette pelouse? Disons que ça fait déjà pas mal de temps que je n'ai pas pu disputer un match officiel et quand je vois, disons, une moquette, parce que c'est pas une pelouse, c'est une moquette, tellement ce stade de la Maladière est magnifique, j'ai envie de recommencer la compétition. Neuchâtel, février 84, le Larios nouveau est arrivé, prêt à repartir du bon pied, mais avec malgré tout un petit peu d'appréhension. Petite appréhension, oui. Ça c'est sûr, mais enfin avoir peur, absolument pas. Vous savez, quand on a connu une année aussi noire que celle que j'ai connue, vous ressentez plutôt avec un moral de gagnant en disant bon j'ai passé tous les plus gros pépins de ma vie, parce que pour moi, au point de vue carrière, ça a été vraiment une année catastrophique. À partir de là, j'ai eu ma femme qui m'a bien remonté le moral, mes amis, puis je reçois quand même pas mal de courriers de France me disant on compte sur vous pour revenir. Bon, et pour tous ces gens-là, je veux revenir au plus haut niveau pour prouver, d'abord à moi-même, pour leur prouver que Jean-François Larios n'est pas terminé. Et pour bien prouver qu'il n'est pas fini, Larios a choisi Neuchâtel, une petite ville de 40 000 habitants perchée au bord d'un grand lac, le lac de Neuchâtel. Ici, on respire le calme et la tranquillité. En somme, l'endroit idéal pour s'y refaire une santé, aussi bien morale que physique. De ces deux côtés-là, ça va bien, merci. L'opération genou n'est plus qu'un mauvais souvenir, les problèmes financiers aussi. Restent malgré tout les séquelles de l'année sabbatique et puis malgré tout une certaine solitude en Suisse. Une solitude qu'il meuble en visitant la région, au volant de sa Jeep. Et quand on est seul, vous savez bien, on pense, on analyse et parfois il arrive même qu'on regrette. Je pense que j'ai dû commettre certaines bêtises, mais enfin c'était des bêtises qui ne regardaient que moi. J'ai assumé toutes les responsabilités, toutes les conséquences. Et je ne pense pas avoir fait du mal volontairement. J'ai peut-être fait certaines bêtises plutôt par inconscience, par, disons, facilité de la vie, mais enfin, je ne crois pas que c'était, disons, volontaire de ma part afin d'être une personnalité, disons, voyante. À l'origine de l'évolution de Jean-François Larios, 2 hommes. D'abord Gilbert Grèce, l'entraîneur de Neuchâtel, absent lors de notre visite, et puis le président Gilbert Facchinetti, qui lui aussi a une confiance absolue en Jean-François Larios. On espère, avec l'apport de Jean-François pour ce 2e tour,
Et il nous l'a démontré déjà dimanche dernier, lorsqu'il a pu jouer une mi-temps contre Chenois. Eh bien qu'on attend de lui à ce qu'il nous permette d'aller de nouveau en Coupe UEFA à la fin de cette saison. Pour vous, Jean-François Larios, c'est le petit coup de pouce qui va vous permettre éventuellement de passer à l'étage supérieur, de disputer des coupes européennes, c'est ça? C'est ce que vous attendez de lui? On attend absolument ça, oui, parce qu'on y tient maintenant. Il y a 2 ans, il semble que c'est déjà terriblement éloigné et on espère bien pouvoir y arriver à la fin de cette saison. Je voudrais savoir ce que vous attendez quand même exactement de Larios, clairement. Ce qu'on attend, Oui. on Parce que attend qu'il rejoue comme il jouait il y a peu de temps encore. C'est-à-dire? Que ça soit le patron du milieu de terrain ou encore ce que décidera Grèce où il le mettra. Disons que Gilbert Grèce a une conception du football qui me plaît énormément et bon, lui, il pense que je peux faire un très bon libéro, comme le pensait Herbin. Et à partir de là, bon, c'est plutôt un libéro offensif à domicile et puis bon, un libéro assez défensif à l'extérieur, mais disons qu'il ne sait pas encore, il hésite entre le fait de me faire jouer milieu de terrain ou... Carrière en Suisse, rester en Suisse? Vous savez, tout est possible, mais à la fin de l'année, au mois de mai, on verra, disons, toutes les propositions qui seront offertes, et puis ça ne me déplairait pas de rester à Neuchâtel, ça c'est sûr. À Neuchâtel, où il vit dans un grand appartement face au lac. Un appartement où, à première vue, les locataires semblent souvent absents. 2 raisons à cela, sa femme Karina est mannequin, et puis lui, vous le savez. Sans parler des 4 clubs, là, mettons que ce soit un accident de parcours. De toute façon, c'est un accident. Mais bouger, il est sûr qu'avec notre métier, de toute façon, on est obligé de bouger. Mais ça ne me dérange pas, disons, de trouver... écoutez, je suis professionnel qui me sont offertes pour assurer mon avenir. Voilà, rien à ajouter. Si, je voudrais dire que Jean-François Larios, à mon avis, il brûle de revenir en équipe de France. Vous savez que lors de la Coupe du Monde, il y avait eu encore des petits problèmes autour de son nom parce qu'il a un caractère entier, mais enfin, il vaut mieux avoir un caractère entier que de ne pas en avoir du tout. Eh bien, il brûle de revenir en équipe de France, peut-être à un poste de libéraux, peut-être arrière, mais vous savez qu'il y a beaucoup de concurrence à ces postes. Alors ne partez pas, Bernard Renault, car vous aussi vous aimez voyager. Maintenant, Auxerre, Monaco, en championnat de France. On revient au championnat de France après avoir salué nos amis suisses qui, nous le savons, suivent régulièrement Téléfoot, ainsi que les Canadiens et les Belges, bien entendu. Auxerre, Monaco, donc, en championnat de France, c'est le match des outsiders, comme dirait André Théron. Oui, absolument, parce que Auxerre postule toujours une place européenne, et puis Monaco, lui aussi, postule une place, disons, pour le titre. Et comme ils avaient avec 3 points de retard hier, le match risquait d'être intéressant, et il l'a été. Alors je vous propose de voir les meilleurs moments de ce match. Et ça démarre très vite des 2 côtés, mais des actions un petit peu trop désordonnées pour véritablement inquiéter les gardiens de but, si ce n'est ce tir de Bravo, mais un petit peu trop mou pour inquiéter Batz. 2 minutes plus tard, ça va être au tour d'Auxerre de se mettre en évidence, vous allez le voir. Boli récupère la balle sur la droite, un Boli très très actif hier soir. Ferreri qui se débarrasse de ses 2 vis-à-vis. Il a vu Boli au centre, voilà, mais Boli tergiverse et la défense monégasque va en profiter pour se dégager par la droite, par Leroux. On repart en direction des buts de Batz. Bijota, Benoît, non c'est toujours Bijota, pardon. Benoît va hériter du ballon. Il a vu De la Montagne se précipite, mais il est proprement balancé par Perdriau. C'est un coup franc à mon avis indiscutable et indiscuté. Un coup franc que Leroux se fait une joie de mettre à côté. 20e minute, pratiquement le même scénario, une action super dangereuse des Auxerrois. Ettori va s'en sortir tant bien que mal. Regardez, ce n'est pas fini. Voilà, la chance est de son côté, il s'en sort bien. Et Monaco va repartir. Ça a été un petit peu le même scénario pendant toute la soirée. Des actions, par exemple, une action dangereuse d'Auxerre et une réplique immédiate des Monaco. Et à l'inverse, des fois, il y avait une action dangereuse des Monégasques et les Auxerrois répliquaient aussitôt en montant le terrain très rapidement, portant le danger devant les buts soit de Batz, soit d'Ettori. Et là, on en profite durant cette petite conversation pour voir Bellone qui adresse un très bon tir que Batz met en corner, un corner qui ne donnera rien. Et on se retrouve 10 minutes plus tard. Entre-temps, Bravo est sorti, il était blessé, c'est Krause qui le remplace. Gengini.
Gengeni qui s'envole et Batz aussi. Il a détourné un beau tir de Bellone. Réplique immédiate des Auxerrois, vous voyez, je ne vous le mentais pas en vous l'annonçant. Ferreri qui repique au centre. Ça va cafouiller, mais un très bon tir au-dessus des buts d'Ettori. Regardez, tir extrêmement puissant. Voilà, c'est fait. C'était à côté, je vous rassure. Donc à la mi-temps, les 10 000 spectateurs en sont pour leurs frais, 0-0. Deuxième période, ouvrez bien vos yeux, enfin un but après ce corner. Malheureusement, il y a un petit détail qui n'a pas échappé à monsieur Lartigot. On va le revoir au ralenti. C'est un but de la tête de Zarmark, un très beau but au demeurant. Au ralenti, on revoit le geste qui, à mon avis, a justifié l'annulation de ce but. Je crois que Lantier bouscule un défenseur monégasque au moment où celui-ci allait écarter le danger. C'est à mon avis la seule explication valable au refus de ce but. C'était véritablement le tournant du match. 64e minute. Cette fois, c'est au tour de Joël Batz d'avoir des sueurs froides. Regardez, il est accouru au devant de Gengeni, il s'en sort bien. 6 minutes plus tard, Garande a la balle de match au bout des pieds, mais Ettori puis Amoros écartent le danger. On va revoir cette action une deuxième fois, mais au ralenti. Vous allez voir que Ettori s'en sort de justesse parce que le tir de Garande était très bien placé. Amoros également, Amoros qui était très actif hier soir. 0-0, ce sera le score final, un score qui finalement arrange tout le monde. Regardez Ettori et Zarmark qui sont particulièrement satisfaits de l'issue de la rencontre, car finalement ça préserve les avantages de tout le monde, aussi bien d'Auxerre que de Monaco qui reste en course pour le titre, malgré la victoire du Paris Saint-Germain. Rennes-Laval maintenant. Alors, le football est toujours populaire en Bretagne, même si l'équipe locale, c'est le cas de Rennes, est en bas du classement. C'était un derby, mais pas un derby breton, parce que, bien sûr, Rennes est en Bretagne, et Laval, c'est en Mayenne. Alors, le derby de l'Ouest. Le derby de l'Ouest, oui. Et depuis quelques temps, le Stade Rennais vit un peu à l'heure des derbys. La semaine dernière, les Bretons avaient obtenu un excellent match nul à Brest. Et la semaine prochaine, ils rencontreront à 2 reprises leur grand rival nantais, mais pour le compte de la Coupe de France. Alors avant de passer à la Coupe de France, le Stade Rennais tentait hier soir contre Laval de remporter sa première victoire depuis la trêve. Pour ce match, le stade de la Route de Lorient a fait le plein. Il est vrai que les deux villes ne sont distantes que de 70 km et que de nombreux supporters lavallois ont fait le court voyage. L'équipe de Jean Vincent est handicapée par l'absence de son gardien de but, Pierre Quillard. Et c'est Gilles Bourges, un jeune homme de 20 ans, qui a la lourde responsabilité de défendre le but rennais. Mais les responsabilités ne lui font pas peur, puisque d'entrée de jeu, il stoppe avec autorité un excellent tir de Séné. Les Rennais dominent, mais ont beaucoup de mal à se créer des occasions. Et Philippe Morin, le Rennais le plus actif, adresse un bon centre pour Stopira. Mais Jean-Michel Godard se trouve sur la trajectoire du ballon. Laval ne reste pas pour autant inactif. Sur un coup franc à 20 mètres du but rennais, Miton s'enfonce dans la défense, semble fauché par Morin, mais M. Conrad n'est pas de cet avis. On approche de la mi-temps, il reste 30 secondes de jeu. Rennes obtient un corner rapidement joué entre Bouzdira et Doharé. Un centre du meneur de jeu rennais qui trouve la tête de Stopira, une remise intelligente de l'avancante. Vézir n'a plus qu'à fusiller Jean-Michel Godard. 1-0, c'est sur ce score que les deux équipes rentrent au vestiaire. Dès la reprise, les Bretons seront à 2 doigts d'ouvrir la marque. Un coup franc tiré par Charrier. Mauvais renvoi de la défense. Un tir de Vézir. Goudet sauve une première fois sur sa ligne. Et Rabier, d'un retourné acrobatique, préserve son but alors que Godard était battu. Les Lavallois sont dans un jour de chance et ils vont en profiter. À la 70e minute, Thordarson part sur le côté droit. Et face Doharé adresse un centre-tir que Bourges a toutes les peines à dévier en corner. Un corner qui pour une fois donnera quelque chose. Thordarson va le tirer à ras de terre. Le ballon passe devant tout le monde et Rabier du pied droit expédie le ballon dans le coin gauche du but rennais. Une égalisation méritée pour Laval et surtout pour Jean-Paul Rabier. Il sauve sur sa ligne et quelques minutes plus tard se trouve à point nommé pour remettre son équipe à flot. Dans les dernières minutes, les Bretons se ruent à l'attaque, mais malheureusement pour eux, ils ne rateront la balle de match. Zajakowski qui vient de rentrer démarque très bien Yannick Stopira à l'entrée de la surface.
Mais Yannick, qui décidément n'a pas de chance en ce moment, voit son tir repoussé par Godard. Un but partout, ce sera le score final. Une fois de plus, les Rennais ont perdu un point sur leur terrain, un point qui leur aurait permis d'aborder la Coupe de France dans de bien meilleures conditions. Et oui, il faudra mieux la prochaine fois. Bastia-Nantes, Philippe, oui, c'était pas un derby, ça. Non, c'est pas vraiment un derby, encore que tous les deux soient pas loin de la mer. Mais je voulais quand même commencer par une protestation. La semaine dernière, vous m'envoyez sur Monaco-Paris Saint-Germain, 1-0, un penalty contestable, alors obligé de taper sur le dos de l'arbitre. Là, vous m'envoyez à Bastia-Nantes. Je vous raconte la fin du film. On va la voir en film quand même. Ça a l'air intéressant en tout cas. Oui, comme vous dites. Et pour Bastia, donc c'était aussi le grand retour à Furiani, puisque vous vous rappelez certainement des incidents du match Bastia-Brest qui avait valu aux Bastiais de jouer leur dernier match à domicile, en fait à Toulon. Et suite donc à ces événements qui ont probablement donné du cœur à l'ouvrage aux Bastiais, eh bien ceux-ci vont dès la première minute se créer une première occasion. À la suite d'un petit numéro de Solsona, c'était bien joué. Il a tout de même été abattu et le coup franc est bien tiré par Tarantini dans la lucarne. Mais bien sûr, Jean-Paul Bertrand de Man, lui, arrête remarquablement bien cette balle. La réplique des Nantais ne se fait pas attendre. Le match est bien lancé, vous le voyez. L'action est menée par Amis puis par Poulain. Touré laisse passer, c'est bien joué. Ali Logic reprend malheureusement de son pied gauche. Et apparemment, ce n'est pas le bon. Un quart d'heure de jeu. Match toujours très agréable entre Nantes, qui est un candidat à son titre de champion de France. Et là, un coup franc tiré sur la transversale par Jacques Zimaco. Reprise de Solsona, détourné par Ayache. Vous voyez que c'est bien lancé. Le corner est tiré par Martialis. La balle est dégagée. Et les Bastiais vont marquer un but qui ne va pas être marqué sur pénalty. Vous allez le voir à la suite de cette belle ouverture d'Orlanducci pour Martialis. Milla marque, mais Monsieur Wurtz a bien vu. Et il avait vu que Milla était hors jeu. Milla n'est pas content, mais il n'est pas question de lui donner raison sur ce coup-là. On arrive donc maintenant à cette fameuse 41e minute du match. Le moment du match. Et déjà, vous voyez, Adonkor est un petit peu bousculé par Milla. L'arbitre l'est joué, on ne va pas lui reprocher pour l'instant, on le verra tout à l'heure. Zimaco a donné pour Milla, Milla qui tire. Et finalement, Ayache et Martialis se bousculent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wurtz, lui, donne un penalty. On va revoir cette action, vous allez voir qu'il y a de quoi être un petit peu étonné. Car déjà, on peut considérer qu'Adonkor, on ne l'a pas vraiment facilité dans sa façon de jouer. Milla va tirer et vous allez voir finalement c'est plutôt Martialis qui pousse Ayache. Mais finalement, il y a quand même penalty et c'est Jacques Zimaco qui lui va le marquer ce penalty. D'abord un petit temps d'arrêt. Alors Monsieur Wurtz l'a bien vu et il le fait retirer. Là, Zimaco ne marque pas de temps d'arrêt, mais finalement, il le marque quand même, ce penalty. 1-0 pour Bastia. Les Nantais repartent tout de suite à l'attaque. Cela se passait à la 42e minute. Là, on joue les dernières minutes de la première mi-temps. La balle va revenir dans les pieds de Poulain qui a amené cette action. Et une superbe détente de l'acrobate Pascal Olmeta qui permet donc aux Bastiais de venir à 1-0 à la mi-temps. Donc, en deuxième période, les Nantais vont tout faire pour égaliser, mais finalement, ils n'y arriveront pas. Là, vous avez vu Touré et Amis qui ont échoué. Et comme souvent dans ces cas-là, eh bien, ce sont les Bastiais qui vont avoir peut-être la plus belle occasion de marquer par Milla, encore lui, qui réussit un beau centre. Malheureusement, Martialis expédie la balle au-dessus. Donc 1-0 pour Bastia, un but sur pénalty. Et oui, et Philippe Pouilly effectuera le prochain reportage sur les arbitres. Division 1, 26e journée. Les résultats, une soirée favorable au Paris Saint-Germain. Lille, 3-1 contre Lens, but de Primorac Christophe Savic. Pour Lens, c'est Piet qui a marqué, vous voyez, depuis le passage de Marie-Christ de Bourse, ça va mieux à Lille. Nîmes-Toulon, 1-0 grâce à un but de Cubain. Strasbourg-Rouen remis, il y avait de la boue au stade de la Méno. Sochaux-Metz et Nancy-Brest auront lieu cet après-midi, s'il fait beau. Le classement maintenant. Bordeaux est toujours en tête, et oui, Bordeaux peut perdre, concéder un match sur son terrain. Bordeaux a toujours 3 points d'avance, mais maintenant il y a 2 poursuivants. Monaco et Paris Saint-Germain qui sont à 3 points, Auxerre et Nantes à 5 points, et Toulouse qui est à 6 points, mais avec toujours un match en moins. Dans le bas du classement, Nîmes est toujours dernier, mais bon dernier, puisque Nîmes a gagné hier. Brest, Saint-Étienne et Rennes ne sont plus qu'à 1 point des Nîmois. Et nous enchaînons avec Yves Kupfermank. Vous êtes intéressé, vous, à Caen, à une semaine de la Coupe de France, car les Canets ont réussi l'exploit, ou même les exploits des tours précédents, puisqu'ils ont éliminé successivement le Racing Club de Paris, 2e division,
et l'équipe de Lille qui joue en première division. Oui, en éliminant le Racing et Lille, le Stade Malherbe de Caen n'a fait que perpétrer une longue tradition. Une tradition qui remonte aux années 50 et qui veut que de temps à autre, les amateurs caennais éliminent un grand club professionnel. Alors on dit souvent qu'on perd nos traditions. Celle-ci est bien vivante, je l'ai rencontrée. Il serait peut-être temps de remettre les pendules à l'heure. 170 000 habitants et seulement 600 licenciés dans le plus grand club de la ville. Caen n'est pas ce que l'on appelle une ville sportive. Et pourtant, à l'image de son hôtel de ville et de son château qui ont échappé aux destructions de la guerre, Caen a su préserver son club de football, le vieux Stade Malherbe caennais. Le Stade Malherbe qui, depuis la guerre, est sans conteste le champion toute catégorie de la surprise en Coupe de France. La preuve, les Normands l'ont apporté il y a un peu plus d'un mois dans ce petit stade de Venoy. La victime n'est autre que le Racing Club de Paris, équipe phare de la 2e division. 2 buts marqués en fin de partie par Olivier Pichard et le Sénégalais Malik donnent aux amateurs de Caen une qualification méritée pour les 32e de finale. Une surprise au goût de déjà vu puisqu'en 1956, le Stade Malherbe qui évoluait en championnat de France amateur avait sorti la grande équipe du Racing. Le Racing ne fut d'ailleurs pas la seule victime des Normands. Reims en 1953 et Lens en 1961 furent eux aussi éliminés de la Coupe par Caen. La liste des victimes est longue et au bas de cette liste on trouve le nom de Lille. C'était il y a 3 semaines à Cherbourg. Pichard et Agostini faisaient plier la robuste équipe du LOSC. Vos victoires contre 2 équipes aussi cotées que le Racing et Lille vous ont-elles surprise? Oui, bien sûr, ça nous a un peu surpris parce qu'il est vrai que juste après le tirage, quand on a appris que c'était le Racing, que c'était Lille, on pensait que ce serait très difficile de faire un résultat. Mais au fur et à mesure où le match approchait, je pense qu'on était de plus en plus prêts et qu'on sentait qu'il était possible de faire un truc contre ces 2 équipes. Le principal artisan de ces victoires en coupe, mais aussi d'un excellent début de championnat, c'est lui, Pierre Mankowski. Professionnel à Lens avant de renoncer au football pour reprendre ses études de kinésithérapeute, Mankowski, c'est l'oiseau rare que cherchaient les dirigeants caennais. Et après, en accentuant le mouvement, d'accord ? Nous avions besoin de retrouver un entraîneur et nous avions besoin aussi d'un milieu de terrain. Nous souffrions un petit peu de cette carence. Et puis, nous avons essayé de recruter ces personnes. Pierre Mankowski s'est avéré qu'il était sur le marché, si je peux m'exprimer comme ça, à cette époque-là. Et joueur-entraîneur, c'était une formule qui ne nous déplaisait pas, parce qu'il pouvait en même temps organiser, créer aussi, parce que je pense que le milieu de terrain, quand on peut trouver un créateur, c'est une bonne chose. L'autre richesse du Stade Malherbe, c'est la jeunesse. Moins de 23 ans de moyenne d'âge pour ces joueurs qui, pour la plupart, ont été formés par le stade. Une école de football riche, c'est peut-être cela la clé de la réussite. Car ces jeunes, s'ils ont encore des défauts, ont déjà beaucoup de qualités. Je pense que notre équipe vaut surtout par son esprit de groupe. Et les garçons étant tous très jeunes, je crois qu'il n'y a pas de calculateur et qu'ils rentrent sur le terrain toujours pour se défoncer. Et en plus, je crois, en prenant plaisir, en considérant vraiment le football comme une joie. Et ça, je crois que ça se ressent un peu dans les matchs que nous effectuons. Les défauts, on en a bien sûr. Je pense surtout ce qui est dû à notre jeunesse, c'est-à-dire que par moments, nous avons du mal à garder le ballon, à calmer un petit peu. Je crois qu'on est souvent trop emporté. Vitesse et efficacité, 2 armes qui ont déjà payé contre le Racing et Lille, et que Mankowski compte encore utiliser contre Laval, le prochain adversaire. 2 armes auxquelles il faut ajouter la chance. Mais la transversale fait aussi partie du football, tout comme le rêve d'un jeune homme de 18 ans. Christophe Point, qu'est-ce que ça représente à 18 ans de jouer les 16e de finale de la Coupe de France? Une chose merveilleuse, j'ai l'impression de vivre un rêve. Votre adversaire direct risque d'être Séné contre Laval. Vous avez peur de Séné? On verra bien une fois sur le terrain, hein. C'est un joueur comme un autre. Bon, il joue en première division, bien sûr.
Pascal Théo, vous comptiez un jour jouer les 16e de finale de la Coupe de France? Eh bien, pour cette année, non, parce que l'objectif n'était pas la Coupe en priorité, mais plus d'abord le championnat. Mais les 16e, je les ai déjà joués en 1976, contre le Paris Saint-Germain. C'est difficile d'être le capitaine du Stade Malherbe? Non, c'est pas du tout difficile, vu qu'il n'y a aucune pression sur les épaules du capitaine en particulier, et les copains font leur travail normalement. L'entraîneur sur le terrain, ça vous gêne pas du tout? Non, absolument pas. Le patron, c'est Pierre Mankowski. Hein. Moi, je fais un peu la relation entre les joueurs et cet entraîneur. Caen ne gagnera certainement pas la Coupe de France, ce qui n'empêche pas les jeunes joueurs de rêver. Quant aux dirigeants, en bon normand, ils gardent les pieds sur terre et pensent déjà à l'aspect financier de l'aventure. Sur le plan financier, c'est évidemment important pour un club comme nous qui sommes dans des difficultés financières. Nous avions le souci d'avoir un budget cohérent et par conséquent, nous n'avions pas à serrer des résultats importants en coupe dans la préparation de ce budget. Non pas par manque de confiance vis-à-vis des joueurs, mais parce que, et vous le savez, la coupe a une caractéristique particulière, elle est pleine d'imprévus, et que dans une préparation cohérente d'un budget financier, on ne pouvait pas insérer un paramètre de cette nature. Tu me dis pour où? Tu dis pour quand? Voilà, maintenant nous passons à la deuxième division. Dans le groupe A, vous allez voir des images de Marseille contre 7. Et oui, quel souvenir, commenté par Jean-Claude Dujuan. Mais auparavant, Angoulême se déplaçait à Lyon. Des images de FR3 Lyon, l'excellente station de FR3 Lyon. Donc, Lyon-Angoulême. 0-0 à la mi-temps, il a fallu attendre la 50e minute pour, sur une attaque de Boki, voir Nikolic, l'avant-centre yougoslave, marqué. Lyon 1. Les Angoumoisins 0. Mais Angoulême s'est bien défendu au Stade Gerland. 56e minute. Onestas va mettre en danger Topalovic. Voilà ici le tir d'Onestas. Topalovic repousse et Amini égalise dans un angle conduit toujours un peu réduit. Angoulême 1, Lyon 1. Et c'est à 5 minutes de la fin que Nikolic va donner la victoire à Lyon après un but un peu curieux, 2-1. Et après ce but, vous entendrez Robert Herbin, l'entraîneur de l'Olympique lyonnais. J'aurais regretté qu'on laisse échapper un point ce soir, d'abord par le championnat qui se déroule. Il est certain qu'il ne faut plus perdre de points à domicile, mais surtout parce qu'aujourd'hui j'ai retrouvé une équipe de l'OL qu'on avait connue au mois d'octobre mais qu'on n'avait pas reconnue depuis. Les Dauphins sétois ont bien failli créer la surprise dans cette journée de championnat. Vainqueurs à l'aller, 5-0, les Marseillais ont cru peut-être un peu trop vite que cela était arrivé. Mais voilà, les Sétois ont joué les challengers comme pour un match de coupe et les Marseillais, eux, ont roulé en vitesse de croisière. Et ce qui devait arriver se matérialisa après 14 minutes de jeu. Sur un mauvais renvoi de la défense marseillaise, Miramon en embuscade s'engageait et son tir soudain fusillait Lévy. À la demi-heure de jeu, nouveau mauvais renvoi sur Segura qui, heureux comme pas un de l'aubaine, saisissait sa chance, n'en laissant aucune à l'infortuné Lévy, qui n'avait toujours pas touché la moindre balle. OM 0-7-2. Dans le stade, la température était alors devenue subitement glaciale. L'équipe de Iberbé, sentant alors le leader en perdition et à sa portée, continuait à imprimer un rythme de jeu que les Olympiens ne parvenaient pas à soutenir. 0-2, score à la mi-temps. Sermonnés comme il se doit au vestiaire, les Marseillais, sous l'impulsion de Kerjan et Rubio, réagissaient après la pause. Et c'était l'équipe héroltaise qui subissait alors le match. Un quart d'heure après la reprise, sur un centre de la gauche de Larevic, Rubio, au milieu d'un paquet de joueurs d'une reprise de volée, ne laissait aucune chance à Tizio, le gardien sétois. À 2-1, le match était relancé et en une demi-heure, tout pouvait encore changer. L'égalisation fut longue à venir. 3 minutes avant la fin du temps réglementaire, Kerjan montait en attaque, alertait Olarevic qui, d'un tir croisé, obtenait la parité du score, un nul que personne n'espérait plus. L'OM doit à présent tirer les leçons qui s'imposent de ce qui aurait pu très bien être un échec sur le terrain, et surtout pour la suite du championnat.
C'est Lyon qui fait la bonne affaire, car Limoges, lui aussi, a été tenu en échec sur son terrain par Cannes. Montpellier bat Grenoble 2-0, La Roche-sur-Yon bat Alès 1-0 et Cuiseaux-Louhans, c'est une victoire méritoire face à Besançon. Diz-Martigues, Béziers-Villefranche auront lieu aujourd'hui. L'exemple du jour était Guignon. Au classement, Marseille est toujours premier, mais n'a plus qu'un point d'avance sur Lyon, 3 sur Limoges et 6 sur Nice. Dans le groupe B, maintenant, il y avait encore un match au sommet. Et oui, à Colombes, c'est presque toutes les semaines qu'il y a un match au sommet dans ce groupe. À Colombes, le Racing Club de Paris recevait le leader Tours sous le regard connaisseur de Jean-Pierre Draxuc. Une demi-heure de jeu dans ce match au sommet du groupe B. Coup franc indirect pour les Parisiens, Renaud-Chebel. Chebel en profondeur pour Renaud. Renaud, 1-2 en retrait avec Ben Mabrouk. Contrôle rapide et tir du gauche, c'est du beau travail. Dobrage est battu. Le Racing ouvre le score après 29 minutes de jeu. « 1-0 pour le Racing, c'est la marque au moment de la reprise. 4 minutes après cette reprise, Polagnoc, le capitaine tourangeau, traverse le terrain. Donne à droite pour Vercruis. Vercruis tout seul, un long centre sur la tête de Da Fonseca qui égalise pour Tours 1-1. Da Fonseca, comme il se doit, salue ses supporters à l'Argentine. Nous sommes ici à la 62e minute. Citer pour le Racing s'engage dans la surface de Tours entre deux adversaires. Tacle de l'Oiseau. C'est le penalty, décide de l'arbitre M. Lopez. Dobrage conteste cette décision, mais M. Lopez reste inflexible. C'est le coup de pied de réparation. Et c'est Madjer qui va se charger de donner pour la deuxième fois l'avantage au Racing. Un temps d'arrêt et un contre-pied. Dobrage est battu 2-1 pour le Racing. Madjer, le meneur de jeu et buteur du Racing, faisait hier soir une très belle rentrée après sa blessure d'il y a 15 jours au Havre. Il reste 11 minutes à jouer, corner pour Tours, renvoi du point de bas, sur la gauche, Polagnoc récupère, centre aérien, Lorenzo qui vient de faire sa rentrée à la mi-temps, contrôle, pivote et beau tir, 2-2, égalisation, de nouveau pour Tours. C'est la joie chez le leader, mais attention, il ne faut jamais se relâcher. Moins de 30 secondes plus tard, c'est le réengagement. Ekeke, Madjer. Ekeke s'engage dans une défense tourangelle encore mal remise de sa joie précédente. Longue balle de Madjer pour Ekeke. Contrôle, tir croisé et but. Le Racing prend pour la troisième fois l'avantage. Avantage définitif cette fois-ci. Victoire du Racing par 3-2. Les résultats de ce groupe B, pas de victoire à l'extérieur, pas de surprise. Le Havre bat Guingamp 2-1, c'était aussi un match au sommet. Châteauroux, qui avait gagné 4 matchs de suite, tenu un échec sur son terrain par Mont-Soleil-Mines. Abbeville-Roubaix, match nul. Et Reims a battu le Stade Français par 4-1. Les Rémois y croient encore. Mulhouse-Angers aura lieu cet après-midi. Regroupement en tête au classement. Premier tour, 26 points. Deuxième, Racing Club de Paris et Le Havre à 1 point. Quatrième, Reims et Valenciennes à 6 points. Et nous passons maintenant aux buts étrangers avec Philippe Oui, mais auparavant, Bernard Renaud, il n'y a pas de but étranger suisse, bien sûr. Non, absolument, parce que tout à l'heure, j'ai peut-être omis de vous le dire, mais actuellement, c'est la trêve en Suisse. C'est pour ça que vous n'avez pas vu Jean-François Larios. C'est bien sûr la trêve des confiseurs. Absolument, et puis, enfin, je peux quand même vous dire qu'actuellement, Larios s'entraîne, vous l'avez vu tout à l'heure, il rejouera le 26, puisque le championnat suisse recommence le 26, et qu'actuellement, le Xamax de Neuchâtel est deuxième à 1 point des Grasshoppers. Philippe, oui, donc les buts étrangers. Alors je peux vous rassurer, c'est pas la trêve pour Cologne qui a joué 2 matchs, un match en retard et 2 matchs difficiles puisque le premier il a joué donc mardi contre Düsseldorf. Vous en voyez d'ailleurs des images et Cologne là, a gagné 1-0 à la suite de cette action de Fischer pour Klaus Allofs en position d'ailier gauche. Un centre d'Allofs et qui va surgir? Eh bien Lidbarski qui marque donc le seul but de la partie, 1-0, mais cette fois-ci c'était un but marqué sur une action de jeu et non sur un pénalty contesté. Vous revoyez ce centre d'Allofs et finalement derrière, Lidbarski, il était derrière et après il est devant. Voilà, 1-0 donc pour Cologne. En revanche, cela a été beaucoup moins bien pour Cologne qui recevait encore une fois, mais cette fois-ci, eh bien, les joueurs de Cologne recevaient le Werder de Brême et ce sont les Brémois, je pense qu'on dit comme cela, qui ont ouvert la marque par Mühlmann. Donc, il est triste, Schumacher, parce qu'il sait qu'il va en encaisser un deuxième. Voilà qui est fait, et c'est Norbert Meyer, l'international ouest-allemand, qui marque donc le but du 2-0. On est en deuxième mi-temps. En fait, les joueurs de Brême vont marquer 4 buts en une demi-heure.
Le troisième va encore être l'œuvre de Meyer. Sur cette reprise de volée, Schumacher n'a pas bougé. 3-0 donc pour Cologne, c'est dur, surtout quand on joue sur sa pelouse. Et ce n'est pas le dernier, puisque le quatrième va être réussi par Fuller à la suite d'un remarquable travail de Fowler. Donc 4-0 à ce moment-là. Cologne va juste avoir la possibilité de sauver l'honneur par son défenseur, l'arrière droit Prestin. Donc 4-1 pour Brême à Cologne. On enchaîne maintenant avec un match du championnat d'Angleterre, c'est-à-dire Nottingham County Watford, et un premier but marqué de la tête par Harcourt. 1-0 pour Nottingham County, donc qui jouait à domicile. Les joueurs de Nottingham vont mener 2-0, mais ensuite cela va aller beaucoup moins bien pour Nottingham, puisque Watford va marquer 4 buts consécutivement. Le premier est marqué par Jacket. Le deuxième par Callaghan. Il est pas laid, mais c'est encore rien à côté du troisième. Il est content, Jacket. Callaghan plutôt. Là, vous allez voir, le troisième, il est marqué par Reilly. Et oui, vous voyez que des fois, c'est difficile d'être gardien aussi dans le championnat d'Angleterre. À ce moment-là, donc, on en est à 3-2 pour Watford. Mais les joueurs de Watford ont voulu faire un beau cadeau de mariage à leur président, monsieur Elton John, qui doit se marier dans 2 jours. Et ils vont marquer un 4e but par Callaghan, encore lui. 4-2 donc à ce moment-là. Nottingham County va revenir à 4-3. Nottingham County qu'il faut bien sûr ne pas confondre avec l'autre équipe plus glorieuse de Nottingham, Nottingham Forest. Là donc 4-3 après cette tête de Christie. Et puis pour finir, car il y a eu beaucoup de buts dans ce championnat d'Allemagne, c'est pas vraiment la même chose qu'en France, 5-3. Le 5e but est marqué par Johnston d'une superbe tête, donc 5-3 pour Watford. Pas d'image d'Italie? Non. C'est dommage, car cela aurait fourni une belle transition pour vous présenter ce remarquable ouvrage. Et oui, vous l'avez reconnu? Non. Si, c'est écrit en plus. Michel Platini, collection 11. Saga d'une star, de magnifiques photos bien sûr, puisqu'il s'agit des photographes de 11 et quand même du texte de Jean-Pierre Frimbois. Merci. Non, attention, je voudrais vous présenter aussi Football 84, aux éditions Panini. Alors là, c'est un livre qu'il faut construire à l'aide de vignettes. C'est la joie des enfants, mais aussi un peu la terreur des parents. Hein. Vos enfants ne collectionnent pas? Si vous me le donnez, je peux tenter l'expérience. Bon, voilà, on me prend tout aujourd'hui. Enchaînons avec la rubrique de, j'allais dire copinage, non, ce sont les collaborateurs de TF1, et c'est bien normal que nous les citions. Cet après-midi, champion avec Michel Denisot, vous aurez du saut à ski aux Jeux Olympiques de Sarajevo. L'épreuve aura lieu, Jean-Michel Lelio me l'a dit tout à l'heure. Le cross de l'équipe, avec Pierre Toré, l'enduro au Touquet, Patrick Sébastien et Jacques Dutronc, et ça c'est pour la partie bien sûr variété. Sport dimanche ce soir présenté par Hervé Dutu, avec surtout du patinage artistique, Jean-Michel Lelio, libre couple, avec bien sûr les médailles qui sont décernées ce soir, et aussi les résultats complets de ce week-end sportif. Dimanche prochain, le téléfoot sera un peu un mini téléfoot pour la Coupe de France, car nous aurons aussi un rendez-vous important avec Sarajevo, pour notamment, je pense, le slalom spécial dames. Enfin, s'il ne neige pas trop, mais en principe, le slalom, on le fait disputer par n'importe quel temps. À dimanche prochain, donc, toute l'équipe de Téléfoot 1, et notamment Solange Peter, la réalisatrice, vous souhaite un bon après-midi.